En Russie, au-delà du cercle polaire arctique, Antipayuta est un village nénètse, les derniers éleveurs de rennes du Grand Nord sibérien. Edik est nénètse. Il a 14 ans. Il est interne depuis 7 ans à l'école du village. Pendant toutes ces années, Edik n'a vu ses parents qu'une fois par an. Il a appris le russe et sait maintenant lire et écrire. Cette année, il achève sa scolarité obligatoire héritée du régime soviétique. S'il le veut, il peut quitter l'école définitivement. Les vacances de printemps sont là. Tous les internes d'Antipayuta les ont attendus avec une grande impatience. Ils retournent dans les familles dont ils sont séparés depuis longtemps. Ils vont retrouver la toundra, si chère aux nénètses, petits et grands. Les sovkhozes, les coopératives agricoles de l'époque soviétique, se sont maintenues dans la région. C'est le sovkhoze qui assure le retour annuel des écoliers dans leur famille. Edik n'a pas vu ses parents depuis des mois. Il sait que son père compte sur lui. À coup sûr, il va lui demander de choisir entre l'école et sa famille. Ce choix effraie le garçon. Edik retrouve toujours avec émotion la tchoum de ses parents, l'habitat traditionnel des nénètses. La nourriture de la toundra à base de viande de renne et de poissons crus, naturellement congelés. Edik n'est pas encore un homme. À table, il prend place dans la partie de la tchoum réservée aux femmes et aux enfants. S'il se montre digne de ses ancêtres, il s'assoira parmi les hommes. Le temps est venu de faire de mon fils un éleveur de rennes. L'avenir nous dira ce qu'il choisira. Peut-être qu'il décidera de venir avec nous. Peut-être qu'il continuera des études pour apprendre encore des choses. Je ne sais pas. Je pense que je vais continuer à étudier. Ah bon? Mais d'abord, il faut être grand. Je t'apprendrai le métier. Et quand tu seras devenu un homme, tu choisiras. Quatre familles sont réunies dans le clan de Gena. Elles élèvent ensemble un troupeau de 4000 rennes. Les hommes du clan connaissent chacune de leurs bêtes. Ils attrapent au lasso celles qui sont accoutumées à tirer les traîneaux. Edik n'a jamais attrapé de renne avec les hommes du clan. Il a peur de gêner et préfère se tenir à l'écart. Gena n'est pas de cet avis. Il veut voir son garçon à l'œuvre et lui ordonne de participer aux captures.
Tout va trop vite. La ronde des rennes est rapide, les bêtes sont innombrables. Et Dick a du mal à les reconnaître, il ne sait pas comment se placer. Le garçon se sent d'autant plus maladroit que Guéna et les autres démontrent une habileté qui l'impressionne. Guéna a maîtrisé un jeune mâle. La période de reproduction s'achève et il marque celui-là pour le castrer. Et Dick est désappointé. Il s'est montré très maladroit. Près du camp, les hommes ont relevé des traces de loup. Tant que les fauves seront dans le voisinage, il faudra surveiller le troupeau nuit et jour, aussi longtemps que nécessaire. Traditionnellement, cette surveillance incombe aux jeunes. Et Dick montre à la garde à quelques kilomètres du campement. Au crépuscule, Dick, parmi le troupeau, s'apprête à passer sa première nuit seule dans la toundra, à affronter les intempéries, les loups et ses propres peurs. Les heures passent, amenant la nuit glaciale. Il fait moins 50 degrés. Antipayuta est loin. Loin aussi la tranquillité de l'internat. Et Dick a peur. Cette nuit appartient à Nga, le maître de la lune et des ténèbres. Il vit dans les profondeurs de la terre qui ne dégèle jamais. Engourdi par le froid, Dick est incapable de bouger. Il finit par s'endormir pendant que les loups guettent.
Et Dick part à la recherche des rennes, égaré par sa faute. Sa mère est inquiète. Son garçon ne s'est jamais éloigné seul du campement pour une expédition qui durera peut-être plusieurs jours. Guéna est confiant. Tous les jeunes nénettes ont été confrontés à cette épreuve un jour ou l'autre. Et Dick prouvera que le sang de ses ancêtres circule dans ses veines. Il s'en tirera très bien. Cette fois, Dick plonge dans l'inconnu. Il se lance, seul avec ses rennes et son chien, dans le grand désert de glace qui ne pardonne rien. Des nouvelles sont arrivées du sud. La débâcle a commencé. Avec l'arrivée du printemps, la toundra se réchauffe. Il faut remonter au nord. La mère d'Edick ne veut pas lever le camp tant que le garçon n'est pas rentré. Mais Guéna est formelle. D'ici peu, la glace sur les rivières sera trop fragile pour supporter le troupeau. Il faut partir. Bientôt l'été sera là. Il fera chaud et des multitudes de moustiques seront elles aussi au rendez-vous. Le clan se prépare à partir. Les tâches sont définies et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Femmes, hommes et enfants démontent entièrement les tchoums et chargent les traîneaux de tout le matériel nécessaire à la vie quotidienne. Les rennes supportent mal la chaleur. Au printemps, les nénettes remontent au nord pour chercher la fraîcheur près de la mer. Un périple qui va durer plusieurs semaines épuisantes, levant le camp tous les 3 ou 4 jours. Guéna et sa femme terminent les derniers préparatifs. Il installe une poupée sur un traîneau spécialement préparé pour elle. Petite idole, elle représente l'ancêtre, esprit protecteur de la famille. En 2 heures, tout est prêt pour le départ. Les premiers traîneaux se mettent en route, puis la caravane s'ébranle comme un seul homme. Guéna est en tête, sur un traîneau léger, très maniable. Après le chef de clan, viennent les traîneaux des femmes et des enfants, ceux qui transportent les réserves de nourriture, la tchoum avec ses 150 peaux de rennes, le traîneau sacré et son inestimable chargement. Avec ses 45 traîneaux et plus de 4000 têtes de bétail, l'imposante caravane s'étire et se déploie sur plusieurs kilomètres.
Jusqu'à présent, Edik a échoué aux épreuves qu'impose la vie d'un éleveur de rennes. Ces échecs inquiètent Guéna. Il se demande si son fils saura retrouver le prochain camp. Edik marche depuis 2 jours, derrière le groupe de rennes égarées qui reste insaisissable. Sa nourriture est pratiquement épuisée. Il cherche obstinément les rares traces que le vent n'a pas effacées. Il s'oriente avec le soleil lorsqu'il perce les nuages, déchiffre le lit des rivières gelées. Les crottes de rennes semées sur la neige ne sont pas très anciennes. Mais on lui a raconté que parfois les génies trompent les hommes et les lancent sur de fausses pistes. Dans la toundra, la tempête s'est levée. La température est tombée en dessous de moins 40 degrés. Dans le camp, Guéna scrute l'horizon avec inquiétude. La tempête souffle sans faiblir depuis des heures. La mère d'Edik s'affole. Pourquoi Guéna n'a-t-il pas accompagné son fils? Guéna ne sait que répéter obstinément qu'Edik saura trouver son chemin. Seul dans la tempête, épuisé, Edik poursuit sa route. Il lui semble marcher depuis un temps infini. Rien. Toujours rien. Le garçon lutte pour sa vie. Il ne peut s'arrêter par ce froid. Edik refuse de céder au doute qui s'insinue en lui et le taraude sans relâche. Et si les rennes qu'il poursuit étaient des rennes sauvages? Des ombres familières émergent du blizzard. Edik les reconnaît sur le champ. Ce sont bien les rennes du clan. Soulagé, il s'abandonne un moment à la fatigue. Edik n'en a pas terminé. Dès que le vent sera calmé, il se mettra en route pour retrouver le camp. La tempête s'est calmée. Edik a su s'orienter. Il a retrouvé le clan. Le sang des Nénètes, doué d'un sens de l'orientation légendaire, a parlé. Son succès a donné confiance au garçon. C'est un Edik nouveau qui arrête son traîneau devant la tchoum de ses parents.
Toute la famille fête son retour et sa réussite. Guéna l'invite à manger avec lui. Il s'est montré digne de ses ancêtres. Edik est assis parmi les hommes. Ну потом, когда сигарету возьмет, тогда пускай поет. L'année prochaine, Edik repartira au village d'Antipayuta continuer ses études. Mais il sait maintenant qu'il habite ici. À l'avenir, il s'efforcera de vivre comme ses ancêtres, en vrai homme nénètz, en homme libre et courageux. Yemçe de çekti